Bonjour à tous et à toutes. J'ai démarré la réunion et je vous propose d'attendre 17h05 pour que les derniers puissent arriver. Et on commencera quasiment à l'heure. On attend à peu près 120, enfin nous avons 120 inscrits à ce webinaire et vous êtes 40-45 dans la salle d'attente, donc on attend un petit peu. Bon, allez, je vais commencer tout doucement. Avant de passer la parole à Ivo Segers, qui est l'intervenant du cycle des 4 webinaires dédiés aux pathologies du bâti ancien, je vais me présenter. Je suis Florie Delcourt, je travaille pour la coopérative Toerana Habitat. On est une coopérative en France d'entrepreneurs du bâtiment avec un fort engagement sur l'éco-construction et l'éco-rénovation. Et on est l'un des 9 opérateurs du projet Renversé. Donc, Renversé, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne et qui mobilise des opérateurs côté Wallon et côté région Hauts-de-France sur les questions de rénovation efficiente, de matériaux bio et géosourcés et sur les questions également de réemploi. Ivo, si tu veux bien passer la slide d'après. Donc Renversé, c'est la suite d'un précédent projet qui avait été également financé par l'Europe et qui s'appelait FAIR. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y avait des précédentes actions qui avaient été menées autour de la montée en compétence des professionnels du bâtiment. Le projet est structuré autour de 3 axes: la montée en compétences, l'offre et la demande. L'idée, c'est d'accompagner la montée en compétences des formateurs et des apprenants des structures associées au projet, la formation des professionnels, la montée en compétences des maîtrises d'ouvrage et futurs concepteurs, et tout un axe fort sur le développement de la chaîne de valeur autour du réemploi. Aujourd'hui, on vous accueille pour un cycle de 4 webinaires dédiés aux pathologies du bâtiment ancien et usage de la chaux. Ivo, tu préciseras. Mhm. On avait eu l'occasion avec Pauline du cluster éco-construction, qui est mon binôme dans le projet, de mettre sur pied en juin dernier une formation sur les pathologies du bâtiment ancien et l'usage de la chaux qui avait remporté un très grand succès. Et on s'était dit que c'était intéressant qu'Ivo puisse réintervenir sur la partie théorique, mais sous un format plus accessible, d'où ce webinaire enfin, ce cycle de 4 webinaires. On en est au deuxième. Le troisième a lieu la semaine prochaine et le quatrième dans 15 jours, toujours le jeudi de 17h à 18h. Vous avez la possibilité pour un meilleur déroulé du webinaire. Vos micros et caméras sont coupés. Il n'y a que les intervenants qui auront la parole. Mais vous avez la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat qui se trouve en haut de l'outil Teams webinaire. Donc, soit sur l'outil conversation, soit sur le Q&R, questions et réponses. Et ma collègue Pauline du cluster éco-construction fera le relais avec l'intervenant pour rapporter les questions que vous pourriez avoir en fin d'intervention d'Ivo. À l'écran, vous retrouvez l'ensemble des partenaires qui sont mobilisés sur le projet. Voilà, Ivo, je te laisse la parole. Voilà. Hop. Et merci Florie. Voilà. Notre pathologie des anciens bâtiments, cycle numéro 2.
On va parler aujourd'hui de l'humidité, utilisation du ciment ou mauvaise utilisation du ciment, sel et suie dans les bâtiments. Je me présente pour ceux qui n'ont pas suivi le premier cycle. Je m'appelle Ivo Segers, je proviens du Grand Nord, ça va pas, je ne peux pas cacher ça par mon accent un peu flamande. Je suis expert patrimoine architectural. Je suis formateur au Centre des métiers du patrimoine de la Paix-Dieu qui s'est situé à May et qui donne cours à tous les gens spécialisés qui veulent se spécialiser dans les anciennes techniques et anciens métiers comme ardoisier, comme charpentier, comme maçon, etc. Je suis également formateur au Cluster Academy, administrateur également du Cluster Academy, et pour mon propre gloire et honneur, je suis devenu récemment membre d'ICOMOS, qui est en effet l'Institut international, la Commission internationale de monuments et sites. Voilà mon petit résumé. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va essayer de parler effectivement de l'humidité, de provenance capillaire ou par infiltration. Et on va parler pour la plus grosse partie sur les dégâts qu'on peut avoir par les sels dans le bâtiment, soit par l'utilisation du ciment, soit par l'utilisation des peintures acryliques ou d'autres produits qui sont des produits filmogènes ou des produits de dérivés synthétiques et qui sont vraiment étanches à la vapeur d'eau. Ensuite, on a les dégâts par suie. C'est un peu dans la même analogie comme les dégâts par les sels. C'est plus ou moins la même chose. Voilà. Débutant par l'humidité, par infiltration et par remontée capillaire. D'abord, il faut savoir comment est-ce que cet ancien bâtiment va, comment est-ce qu'il se comporte. C'est important à savoir. Eh bien, il faut savoir qu'une une vieille maçonnerie est composée par la brique pierre naturelle, mortier de pose, mortier de jointoyage, enduit, badigeon, etc. En principe, tout l'ensemble des différentes matières vont jouer ensemble comme un effet de composite. C'est pas vraiment la somme de différentes couches, mais c'est vraiment un ensemble qui va réagir d'une façon comme un composite, ce qui veut dire en réalité que vers l'intérieur et vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, vous allez avoir un flux de toute la vapeur d'eau qui est dégagée à l'intérieur d'une maison, et c'est quand même une bonne quantité. Il faut calculer plus ou moins dans une dizaine de litres de vapeur d'eau qui est dégagée pour une petite famille de 4 personnes. Alors, ça doit passer quelque part, et la vieille bâtisse, elle s'occupe de ça, que cette vapeur d'eau peut pénétrer dans les murs et via les joints peut tout doucement passer à travers du mur vers l'extérieur. Mais bien entendu aussi uniquement dans le cas de figure où vous avez une vieille bâtisse où les murs sont monolithiques, c'est-à-dire en pleine maçonnerie ou en maçonnerie remplie. Et ceci n'est pas d'application dans les nouvelles constructions où vous avez des vides ventilés ou oui, des vides dans les murs, quoi, des parois. Dans les remontées capillaires, d'abord, il faut traiter un peu les cas cas de figure de l'humidité ascensionnelle. Voilà, la humidité ascensionnelle, comment est-ce qu'elle se présente-t-elle? Voilà, ici vous avez votre mur. Effectivement, ce qui va se passer, votre fondation se trouve avec ses pieds dans l'eau, on pourrait dire. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que cette humidité va essayer d'entrer ou va réussir effectivement d'entrer dans le socle, dans la fondation, et elle va être absorbée ensuite comme une colonne d'humidité. Elle va remonter vers le haut du bâtiment. Elle va alors se manifester dans votre maison, mais dans une maison avec une peinture, avec un mur monolithique, comme des anciens bâtisses. Et si à l'extérieur, on n'a pas donné des interventions ou fait des interventions au mur, alors ce qui se passe logiquement, c'est que cette vapeur d'eau, elle va d'abord essayer de sortir vers l'extérieur par la porosité des joints et en petite quantité pourrait sortir vers l'intérieur. Mais comme ça passe davantage du pression haute vers la pression basse, c'est toujours vers l'extérieur que le phénomène va avoir lieu. Eh bien, ça c'est
quelques exemples et on va vous montrer quand même pas mal d'exemples où on a ce phénomène-ci. Vous voyez ici au bas du mur, ce qu'on remarque très souvent dans les anciens bâtisses. Vous voyez ici effectivement une remontée capillaire et de l'extérieur, vous voyez aussi la forte humidité provoquée par les éclaboussures en bas des murs. Et comme vous pouvez bien remarquer sur la photo, le mur n'est pas dans son meilleur état, ça c'est clair, mais à nouveau, c'est le même phénomène que je viens vous expliquer avec les petites flèches dans mon petit croquis d'avant. Voilà, c'est déjà un peu plus catastrophique dans ce cas de figure. Si je situe un peu le bâtiment, c'est une vieille ferme qui était abandonnée depuis de nombreuses années et où là, effectivement, par manque d'entretien et par grosse humidité à l'intérieur et aussi par l'intérieur de la cave, le problème, c'était que, en effet, toute la paroi s'est commencé à s'effriter. Vous voyez aussi que c'était tout noir à l'extérieur, c'est-à-dire c'était en effet une couche de goudron qui a été coulée, qui a été posée à l'extérieur du mur. Et comme on sait, c'est que le goudron, c'est un produit qui est étanche, ce qui veut faire qu'il va bloquer effectivement cette humidité derrière et ça va tout doucement commencer à faire détériorer la maçonnerie, les briques dans l'ensemble. Ici, vous avez le même phénomène que vous voyez ici, une remontée capillaire dans un socle. Même chose ici. Pourtant, c'était une vieille ferme, vieille grange à l'intérieur qui n'avait pas de problème et pas trop de soucis avant. Et quand vous remarquez en bas du mur, vous allez remarquer, attends, je vais essayer avec mon pointeur là, voilà, avec mon curseur. Mais vous voyez ici que c'était quand même des anciennes dalles, c'était les dalles d'origine de la grange. Alors, ce qui s'est passé, effectivement, c'est que les gens ont choisi de travailler avec un mortier de ciment, à base de ciment pour complètement reboucher les joints dans leur totalité. Et alors, ce qui a fait que le résultat, c'était que la vapeur d'eau qui avait l'habitude de passer à travers des joints qui étaient ouverts, puisqu'au début, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque, nos ancêtres, ben, dans les caves ou dans les granges, ben, on mettait les pierres par terre, mais effectivement, au niveau du jointoiement, c'était 900 sur 10, c'était de la terre crue qu'on utilisait pour faire le jointoiement. Alors, rien de plus que ça. Alors, résultat, c'est que vous voyez ici, justement, à la jonction où ils ont ciment, jusque où ils ont fait les joints ciment, vous voyez que ici le mur commence vraiment à suinter et que l'humidité va essayer, la vapeur d'eau va passer à travers du mur et passe par la fondation et donne effectivement, comme vous le voyez, des dégâts, oui, des dégâts qui sont quand même très significants au niveau de l'humidité en bas du mur. Ici, c'est exactement le même système à l'extérieur. Ce qui s'est passé ici, vous voyez un socle d'un bas du mur qui est en parfait état, soi-disant, parfait selon les règles du jeu. C'est avec des mortiers à la chaux. C'était rien, il n'y avait pas de couche étanche, alors tout pouvait respirer normalement. Mais ce qui se passe ici, c'est après qu'ils avaient réinstallé comme vous voyez ici, leur terrasse à l'extérieur, une terrasse avec avec du ciment et avec une dalle en béton et avec des carrelages qui sont collés dans un lit de ciment, et ce qui fait que vous avez la remontée qui va essayer de sortir via le bas du mur et à nouveau, vous voyez ce phénomène de dégâts qui a lieu au bas du mur. Même chose ici, mais on en a pas mal de photos qui sont plus ou moins similaires à ce que vous voyez ici. Et ici, ça c'est l'exemplaire, c'est ce bâtiment se trouve, c'est la mairie ou ouais, l'hôtel de ville, mais je pense que c'est une petite commune, alors on parlait plutôt d'une mairie, de Vresse-sur-Semois, tout près de la frontière française. Voilà, vous voyez, c'est pas trop compliqué à voir jusqu'à quelle hauteur la remontée capillaire elle est présente dans le mur. La raison pourquoi elle est tellement remontée et tellement haute, c'est que, comme vous voyez la partie supérieure du mur, vous allez voir ici, voilà, où j'ai même mon pointeur, vous voyez qu'au niveau de la couleur du joint, vous pouvez vous imaginer, c'est un peu bleuâtre comme ça, il est très dense, très fin. C'est un mortier à base de ciment qu'ils ont appliqué pour faire le rejointoiement au bâtiment.
Maintenant, il faut savoir que sur la photo, ça se marque pas très bien, mais en réalité, si vous mettez la main, votre main contre le mur, le bas du mur, ben le mur, elle est complètement trempé et les pierres sont complètement humides à l'extérieur. Mais c'est pas seulement à l'extérieur que ça a provoqué des problèmes pareils, puisque si on va regarder à l'intérieur du bâtiment, eh bien, on va passer par la porte. Vous voyez déjà dans la maçonnerie, dans les briques de la baie de la porte, vous voyez déjà à certaine hauteur jusqu'à où il y a cette remontée capillaire qui a eu déjà lieu ici, jusqu'à là et jusqu'à là ici. Et alors, si maintenant vous allez voir à l'intérieur, c'est la catastrophe la plus totale. Voilà. Vous voyez que le mur, c'était un mur qui était plafonné avec un plafonnage plâtre traditionnel, type Knauf, voilà. Mais vous voyez que ces sels et tout ce qui est humidité à l'intérieur du mur a commencé à sortir vers l'intérieur, puisque par l'extérieur, tout est complètement bouché. Et alors voilà, j'ai encore quelques autres photos. On pourrait dire, si on mettait maintenant une plaque en verre devant et on collait le nom d'un artiste un peu fantasiste, un peu avec un nom qui sonne comme une cloche, on pourrait dire que c'est un chef-d'œuvre et qui va changer tous les 5 minutes. Mais bon, point de vue santé et point de vue de bien-être dans cet espace-là, je ne pense pas que c'était une bonne idée. Voilà. Pour remédier ceci, là, c'est quelque chose qu'on va en discuter plus tard quand on va aller parler des remèdes. Mais à nouveau, il est logique qu'on doit enlever tout le plafonnage à l'intérieur obligatoirement et aussi d'ouvrir les joints à l'extérieur. Dans le cas de figure, ici, comme les gens n'étaient pas trop enthousiastes au niveau de enlever tous les joints qu'ils avaient mis, qui avaient été mis par un artisan quelques mois plus tôt. Alors là, le problème, c'était que on avait demandé d'enlever les joints justement de la partie basse du mur jusqu'à une dizaine de centimètres au-dessus du niveau de la remontée capillaire. Eh bien, à nouveau là, ici, on décape, on enlève tout jusqu'au support à nu. Et à ce moment-là, surtout à l'extérieur, on essaye de laisser ouvert pendant le gros maximum de temps et avec quelques mois, éventuellement le reboucher avec un mortier d'assainissement. Ce sont des mortiers à base de chaux, mais qui ont des mix, des mélanges spéciaux dedans, qui vont bloquer effectivement la migration des sels et de l'humidité dans le mortier, mais qui restent ouverts à la vapeur d'eau, qui sont des mortiers en effet à 100% respirants. Le cas de figure pour l'intérieur maintenant, là, je donne toujours le conseil de décaper tout jusqu'au support à nu, que vous avez le vieil moellon ou les vieux briques. Et à partir de cette étape-là, toujours une bonne idée de le laisser au moins un an disponible, ouvert, sans toucher, vraiment laisser le mur respirer au grand maximum pour que tout ce que vous voyez ici comme salpêtre et tout ce qui est dans le, ouais, je dirais des sels et tout ça qui sont accumulés dans le mur peuvent sortir aussi vers l'intérieur. Et après un bon nettoyage, et un an plus tard, on peut éventuellement penser à une remise en œuvre et une remise en œuvre de l'enduit, éventuellement aussi de refaire un badigeon ou une peinture dessus, dans la notion que tout doit rester avec des produits ouverts, respirants, ouverts à la vapeur d'eau. Ce sera un mot de clé où vous allez dire à la fin de la session d'aujourd'hui, ça va vous sortir de vos oreilles, puisqu'on va en parler tout le temps, d'utiliser que des produits de même type. Voilà, ça c'est encore avant de sortir que vous voyez dans quel état se trouve la bâtisse. Voilà ici aussi un autre bâtiment à Mons, situé à Mons, où vous voyez l'amalgame des différents types de maçonnerie, vous voyez différents types de blocs, différents types de choses. Et si vous observez très bien, les clients, ils avaient déjà fait appel à une entreprise pour, à droite, vous voyez, où je mets mon curseur là, vous voyez ici, hop, qu'ils ont déjà essayé de faire des injections avec des produits synthétiques, avec un super grand succès, on peut dire. Ça leur a aidé 0, rien du tout. Alors, à ce niveau-là, qu'ils étaient même obligés de décaper l'enduit, ce que moi j'avais préconisé aussi, de décaper l'enduit dans le bas du mur pour que le mur puisse à nouveau retrouver un peu son équilibre
avant de le remettre en œuvre avec des mortiers d'assainissement, des mortiers qui sont adéquats pour faire ce genre de choses. Idem dito ici, toute maison, ils ont fait une nouvelle extinction et ils ont vraiment pas fait attention. Ils ont travaillé sur une ancienne fondation. Ils ont remis le mur à nouveau à l'état, soi-disant. Mais quand vous voyez très bien, vous allez remarquer que les joints sont grisâtres. Ce sont des joints qui ont été faits avec un mortier à base de ciment. Alors, vous voyez déjà que quasiment à hauteur de la table, là, ici, jusqu'à cette hauteur-ci, vous voyez quasiment que tout le bas du mur, il est complètement humide. Et alors, à l'intérieur, ça a eu ses répercussions. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé une belle photo de l'intérieur puisque c'était un peu tous l'amalgame de la même chose. Il y avait des boursouflures, il y avait de la salpêtre, etc. à l'intérieur de la maison. Voilà, ici aussi une maison à Bruxelles où vous voyez la remontée capillaire qui est bien présente et ça remonte un peu quand même relativement haut. Ça a descendu un tout petit peu, mais ils ont décapé déjà une grosse partie de carrelage et le genre de colle qu'ils avaient sur le mur. Euh, Ici, il faut aussi remarquer, si vous voyez très bien le sol, au sol, vous allez remarquer qu'il y a un genre de puits. Euh, on n'est pas au courant si le puits il est encore d'actualité ou pas. Alors, ça veut dire que c'est possible également, puisque c'est un mur mitoyen avec le voisin. On est sur une forte possibilité aussi qu'il y a une remontée capillaire qui provient éventuellement des murs ou je dirais la citerne elle-même qui a des fuites et qui provoque effectivement une remontée capillaire qui va vers le haut du mur. Ici, la même philosophie, on décape le mur jusqu'à la brique nue et on va retrouver à nouveau nettoyer le bas du mur et travailler avec des mortiers d'assainissement, éventuellement travailler avec des produits qui s'appellent des modificateurs des sels. Ce sont des produits qui vont d'abord traiter la maçonnerie, la brique du mur d'origine, et ils vont faire le nécessaire pour que les sels vont être fixés dans le mur et ils ne peuvent pas directement sortir du mur. Voilà. Voilà, encore un autre endroit où vous voyez quand même que, point de vue de moisissure, que c'est pas vraiment l'idéal, le local idéal de rester plus longtemps que quelques minutes dedans. Euh, Dans un cas de figure où on est à faire avec des remontées capillaires, vous avez vu mon premier croquis que je vous ai montré tout au début qui expliquait comment fonctionne ce vieux mur et ce qui se passe. Eh bien, pour le résoudre, le problème, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Bon, vous avez l'arrivée des eaux d'abord qui va être à droite, qui va être en effet accueillie par ce système de drainage que je vous montre ici. Et en bas et de l'autre côté, vous voyez à gauche et en dessous, vous voyez effectivement l'humidité qui va en effet attaquer le bas de la fondation. Maintenant, pour nommer, je vais reculer un tout petit peu, si on va nommer maintenant les différentes couches que vous voyez sur le croquis, si on démarre d'en bas, vous voyez qu'on a creusé, on a fait une saignée à côté de la maison, quasiment à la même hauteur jusqu'à la même hauteur que de la base de la fondation. Euh, les deux premières couches, la toute première que vous voyez en bas, celle-ci, je vais prendre mon curseur pour vous montrer, celle-ci. En effet, c'est un lit de gravier qu'on va mettre dans le fond de la fosse. Euh, Ensuite, on va mettre un petit béton romain. Un béton romain, c'est quelque chose, on avait touché un mot la fois passée. C'est en effet exactement la même chose qu'un béton que vous connaissez tous, mais on remplace le ciment comme liant par la chaux. Et alors là, c'est justement pour assurer ici, on va justement mettre ce système. Pourquoi? Pour assurer que le drain qui est là, qui ne va pas pouvoir descendre tout doucement par la dilution et il va se retrouver un peu trop bas. Alors il n'a plus vraiment du sens pour rester là-bas. Alors, regardons ici, la terre, et ici vous voyez, ça c'est un géotextile qu'on va mettre pour retenir les terres. Du côté de la fondation,
on va, au lieu de mettre des cimontages ou d'autres couches qui sont fermées à la vapeur d'eau, on va travailler ici avec, à nouveau avec un mortier d'assainissement qui va couvrir tout le mur jusqu'en haut et même un peu plus haut pour qu'il n'y ait pas trop d'éclaboussures qui peuvent attaquer le mortier par la pluie. En plus, on le renforce, on va le renfermer complètement avec du gravier. Et on va continuer avec le gravier jusqu'à quasiment au niveau. Je laisse toujours une petite saignée fermée au verre d'une dizaine de centimètres entre le mur et entre la terre, ici. Et comme ça, vous avez vraiment créé, en effet, une cheminée libre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous avez vu le premier croquis où tout va remonter dans le mur et qui va pouvoir sortir une fois qu'on est au niveau de la terre ici. Eh bien, avec ce système que vous avez créé maintenant, ce qui va se passer, c'est que toute cette humidité de droite va rentrer dans le drain et va être évacuée par le drain. Et tout ce qui vient de en bas et tout ce qui vient de gauche et qui va être absorbé par le joint, par la fondation, il y aura tendance à remonter à nouveau vers le haut dans le mur, alors qu'il va nous embêter, puisque ça va justement être la capillarité qui va être visible au rez-de-chaussée dans les bas des murs. Mais puisque vous avez fait votre fameuse cheminée à votre droite ici, alors ce qui se passe, c'est que, hop, une toute grosse partie de la vapeur d'eau peut déjà commencer à échapper dans le bas du mur et peut déjà se libérer via la petite cheminée qu'on a créée et alors, ça va laisser en effet la possibilité que tout le reste va diffuser, mais d'une façon vraiment modérée vers l'extérieur. Des cas de figure que j'ai rencontrés sur chantier, je peux quand même vous dire, j'ai vu des colonnes où la remontée capillaire dans le rez-de-chaussée, dans les murs, avait même eu une hauteur de 1,20 m et qui sont réduites après cette intervention extérieure, qui sont réduites en effet jusqu'à une vingtaine de centimètres, rien que par cette intervention, ceci. Euh, je sais ce que beaucoup de gens font maintenant, c'est faire appel à des grosses entreprises pour faire des injections dans les bas des murs. Mais là, figurez-vous ce qui va se passer si vous n'avez pas fait ce travail et vous allez injecter, pardon, chaque fois ça m'échappe, si vous allez chaque fois injecter de ce côté-ci dans le mur, alors vous bloquez effectivement toute cette humidité, vous obligez que l'humidité reste dans le bas de la fondation et alors elle ne va jamais avoir l'opportunité de sécher, ce qui veut quand même avoir au long terme, ou très long terme quand même, va avoir un grand effet négatif sur l'état, le bon état de votre fondation. Alors, qu'est-ce qu'on retient du drainage en principe, quels sont un peu les mots-clés de ça? Effectivement, il faut d'abord creuser la saignée. La saignée ne peut jamais être plus profondément effectivement que la fondation. Mais c'est logique aussi, si la fondation est assez basse, que dans un cas de figure que vous avez encore une cave qui est par exemple en dessous, alors on va quand même pas creuser jusqu'au niveau qu'en dessous de la cave, puisque sinon vous allez avoir vraiment des tranchées 14-18, je dirais. C'est un peu trop exagéré. Alors vous faites ça jusqu'à la mi-hauteur. Une saignée d'une soixantaine de centimètres jusqu'à 1 mètre, c'est déjà une très 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 bonne idée pour si on n'a pas le choix d'aller beaucoup plus profonde. Alors, protéger la terre avec du géotextile du côté de la terre et nettoyer effectivement la fondation, c'est-à-dire nettoyer les briques ou nettoyer les moellons, ça dépend un peu de comment elle est composée, qu'il n'y a plus de poussière dessus, et alors ensuite poser un géotextile sur en effet le petit truc, le petit béton qu'on a coulé vers le bas de la fosse. On va poser le drain et ensuite on va mettre le mortier d'assainissement si nécessaire. On va le mettre du côté de la maison, du côté de la fondation et remplir en total avec du gros gravier ou même à la limite avec du coquillage. L'avantage du coquillage, c'est que le coquillage n'est pas capillaire du tout. Et en plus, c'est un produit naturel à 100%. Et on a tellement de grandes réserves de coquillage sur le monde entier pour l'instant que ça n'a pas on ne doit pas trop faire attention qu'aux réserves qui sont disponibles, tandis que le gravier, il faut quand même faire attention. Voilà. Euh, la deuxième grande cause de humidité, c'est par infiltration ou par migration. Alors là, effectivement, par infiltration et migration, ben, je vous donne déjà là les infiltrations qui sont venues en hauteur. Je prends à nouveau mon curseur.
Là, en hauteur, on a eu une petite infiltration au niveau, parce que il faut vous imaginer, c'est une toiture plate, un petit bac fait avec du zinc à l'époque. Et alors ici, une infiltration qui était due à la même cause. Et quand vous voyez ceci, même pour faire réparer ceci, il ne faut pas non plus voir, vous voyez déjà qu'il y a des dégâts qui vont un peu plus loin. Et bien voilà, regardez. Euh, Ça, c'est en effet la zone qu'on a dû décaper. Et vous voyez en haut aussi, toute la tête là en haut, on a dû nettoyer, enlever pour réparer en effet l'enduit. C'est logique si on doit avoir des réparations ponctuelles à plusieurs endroits autour de la maison que ça vaut la peine d'en effet décaper la totalité et de redémarrer de zéro et faire les enduits en une fois, puisque sinon vous allez réparer cette année-ci la moitié et peut-être dans quelques années le restant de l'autre côté que vous n'aviez pas encore attaqué la première fois. Ça, c'est toujours un grand risque. Là, ici, c'était en effet, ça c'est, comment dirais-je, c'était vraiment une très bonne expérience qu'on a eue là. Ça a coûté très cher, mais c'était une expérience quand même. En tout cas, au premier vue, on voit une vieille tour d'un château qui a été complètement rénové et vous voyez à l'extérieur, restauré, et vous voyez qu'à l'extérieur, on a fait du chaulage avec un mortier à la chaux à base un mortier de chaulage, pardon, à base de chaux hydraulique. Et alors, chaque fois, après quelques mois, on avait le même phénomène qui se reproduisait. Et c'est là-bas, la grande tache que vous voyez, c'est une tache humide qui se projette chaque fois. Et alors, au début, moi j'étais convaincu, vu le tuyau en plomb qui sortait du mur ici, moi j'étais parfaitement convaincu que la cause de ce problème était vraiment liée au fait qu'il y aurait probablement eu une fuite et qu'il va y avoir une fuite ici dans le mur. Malheureusement, ce n'était pas le cas et on a dû pour ça démonter toute la cuisine, la nouvelle cuisine que les clients avaient installée, puisqu'ici c'était derrière, il y avait la cuisine. Et alors malheureusement, après le démontage complet de la cuisine de ce côté-ci, on n'a rien retrouvé derrière, il n'y avait même pas une fuite, il n'y avait même pas une tache noire, il n'y avait rien du tout. Alors ça nous a cassé un peu la tête pour revoir ça. Ce qui était un peu bizarre quand même, c'est de voir ici l'éclaboussure dans le bas du mur. On avait dit, tiens, est-ce qu'on doit chercher, pas chercher d'un autre côté? Et en principe, c'était un ouvrier qui allait faire pipi dans le fond du jardin qui nous a attiré sur l'attention sur le vrai problème. Et là, vous voyez la photo. À droite, vous voyez la tour. Et si vous observez bien, vous voyez que, en effet, le bas du mur, il déborde par rapport au gabarit de la gouttière en haut. Ça veut dire que ça correspondait, si on avait pris avec des cordes et avec des poids, des plombs, on avait essayé de retrouver le tracé, de retracer le tracé de la pluie. Et effectivement, les gouttes tombaient parfaitement sur l'endroit où vous avez vu avant, où il y avait un délavement total. Alors, la seule intervention qu'on a dû faire, c'est en effet élargir la gouttière pour éviter que la pluie retombait à chaque fois à nouveau au même endroit. Juste pour vous montrer que de temps en temps, on prend par confusion des choses d'infiltration qui ne sont pas vraiment des choses d'infiltration. Là, par contre, c'est vraiment le cas d'une infiltration. Là, c'est une maison, pour situer la maison, c'est une vieille étable qui a été transformée en habitation. Le monsieur qui habite là, c'est un monsieur avec enfin, un handicapé, un monsieur avec comment on dit ça, comment ça s'appelle, une personne aux mobilité réduite, hein, PMR, oui. Euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que dans un mur de tête, un mur de pignon, on avait ce phénomène après la fin des travaux. C'est-à-dire, on a tout refait avec des enduits à base de chaux, on a fait un enduit à base de chaux, et pourtant, on avait ce phénomène au mur. Et alors, c'est bizarre que, puisqu'on a bouché la porte, la maçonnerie avec de la maçonnerie chaux, et on a mis un enduit au même endroit, et vous voyez qu'ici, tout va bien, il n'y a aucun souci. Mais sur tout le reste du mur, on avait des énormes problèmes, et c'était le seul endroit dans la maison où on a vu ce système, ce problème. Et alors, on est allé voir à l'extérieur, malgré le fait que le client ne voulait pas accepter que ça venait d'extérieur, mais dit que vous voyez l'extérieur, voilà, ça c'est le mur d'extérieur.
Déjà, la couleur m'a fait, oui, quand j'ai vu ça, j'ai dit, aïe, ça c'est quelque chose qui me semble pas à une couleur tout à fait naturelle. Et si on se rapproche un peu plus, vous voyez, regardez, vous voyez que c'est un petit brol qui a coulé et c'est un genre de couche caoutchouc qui se met en l'extérieur du maison. Et effectivement, les gens ont utilisé un Rupson garage, un produit que normalement il est destiné à mettre sur les sols des garages. Alors c'est un truc synthétique, mais d'une étanchéité du jamais vu. Ce qui a provoqué effectivement cette accumulation d'eau et d'humidité dans le mur qui est sortie, au lieu de sortir par l'extérieur, elle est sortie vers l'intérieur, comme vous aviez vu sur la première photo. Alors, le seul moyen à nettoyer cette crasse à l'extérieur, tous les décapants utilisés, c'était des décapants synthétiques, chimiques, etc. Rien n'a vraiment fonctionné. Alors, dernière méthode, c'était en effet avec une disqueuse diamant qu'on a dû nettoyer, en effet, le mur, le bas du mur. Ça, c'est par exemple un demi-journée de samedi pour nettoyer. Alors, les gens ont eu besoin de beaucoup de disques diamants pour le nettoyer, ça c'est clair. Mais le résultat final est quand même extraordinaire puisque sans avoir fait une intervention supplémentaire à l'intérieur, voilà ceci, c'est le résultat, en effet, après quelques semaines quand on a fini les travaux. Vous voyez encore qu'il y a des taches dedans, mais c'est logique, ce sont les sels et les dépôts des saloperies qui est dans le mur qui sont sortis vers l'intérieur. Et alors, qu'est-ce qu'on a proposé ensuite? Ben, on a demandé au client de mettre un badigeon, une peinture à la chaux, dans la même teinte pour avoir cet effet, plus cacher, pour un peu cacher le phénomène que vous voyez là-bas. Mais quand même, si je vais reculer au début, c'est quand même spectaculaire la différence dans les deux cas, juste avec une intervention extérieure. Ok. Alors ici, c'est aussi une migration d'eau, c'est en effet une transmigration de l'extérieur. Et ici, c'est en effet le niveau de la terre extérieure contre le mur extérieur de la grange. Et vous voyez très bien jusqu'à quel niveau cette terre a été posée à l'extérieur du mur. Voilà. Euh, Maintenant, les dégâts par les sels en utilisant le ciment. Là, c'est quelque chose de super important à savoir. Comment, voilà les sels, comme ils se présentent dans un cas normal, ces deux photos, vous voyez les petits flocons qui sont présents à la façade, enfin, sur la surface, pardon, de la maçonnerie des briques et des murs. Euh, les sels, ben, ils sortent de la matière et ils se présentent comme sels hygroscopiques à l'extérieur, où ils font pas du tout des dégâts. Ils sont juste présents. Vous pouvez les enlever avec une brosse douce, avec un tuyau de jardin ou un tuyau de jardinage. Vous pouvez le nettoyer et c'est quelque chose de tout à fait normal dans une vieille construction. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quand vous voyez sur le petit croquis que je vous ai fait, le numéro un, vous voyez que ça, c'est un fonctionnement d'un mur tout à fait normal, comme vous l'avez vu dans mes tout premiers slides, là. Vous avez la vapeur d'eau à droite qui sort de l'intérieur vers l'extérieur à travers des joints dans le mur. Et alors, vont se mettre comme dépôt, comme vous avez vu sur la petite photo avant. Le dépôt va se mettre à l'extérieur sur le mur et c'est le soleil, c'est le vent, c'est la pluie qui va enlever effectivement ces sels. Et alors, jusqu'à là, ce mur fonctionnera pendant des décennies, pendant des centaines d'années, sans aucun souci. Le problème commence à se manifester sur le petit truc numéro 2. C'est là, effectivement, où vous avez des problèmes. Là, on a juste appliqué, dans le cas de figure ici, une bonne couche de ciment à l'extérieur pour faire un cimentage. Et alors, supposons que c'était un cimentage d'un socle d'une maison, vous voyez ce qui se passe derrière, le petit dessin avec la flèche ici. Attends, je vais prendre mon curseur. Vous voyez ici, la vapeur d'eau arrive à travers des joints et ramène les sels de construction qui sont partout, effectivement, accumulés dans les pierres et dans la maçonnerie, et ils vont les déposer à l'extérieur. Mais comme il n'y a pas d'extérieur, puisque l'extérieur est complètement bouché
par une épaisse couche de ciment. Alors, ce qui se passe derrière, c'est que les sels vont essayer de repousser le cimentage. Et ils font ça puisqu'ils sont, comme je vous ai dit, des sels hygroscopiques, des sulfates et des sulfites, qui vont gonfler ou essayer de gonfler, mais comme ils n'ont pas de place, et comme le ciment belge, le bon ciment belge de nos jours, c'est un ciment qui est tellement dur qu'il ne bougera pas, ce qui va se passer, c'est qu'à un certain moment, ils vont tout doucement, les sels vont attaquer la brique, et ils vont essayer de manger la brique, la croûte de la brique. Oui, je vais un peu trop vite. Ils vont manger la croûte de la brique, et alors ce qui manifeste, c'est que vous allez avoir directement, comme le dessin numéro 3 ici en bas, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un dépôt énorme de poussière qui va se manifester entre le ciment et entre la brique qui est décomposée. Et alors, à certains moments, des petites fissures vont apparaître dans le cimentage. Et je sais que tout le monde peut me témoigner ça. Si vous voyez ça à des bas des murs, des cimentages avec des fissures, dès qu'on va tapoter on va taper avec un marteau contre cette partie basse du mur, c'est toute une plaque de ciment qui va tomber suivi immédiatement après avec de la poussière. Tu as l'impression vraiment que le mur est en train de se vider derrière. Et ça, c'est à cause des sels qui sont accumulés derrière. Et pour vous montrer ça, j'ai trouvé ça sur un chantier, une super belle photo qui explique un peu le tout en une fois, comme vous voyez la photo ici. Et vous voyez qu'il y a une grosse couche de ciment qui a été posée devant un mur, un bas de mur. Et vous voyez derrière une sorte de poussière blanche qui est entre le cimentage et qui est situé directement sur la maçonnerie ou sur les moellons du mur. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé, ce que je vous ai expliqué avant. Alors voilà, je vous présente la résidence de notre ancienne reine Fabiola, qui se trouve à Bruxelles, c'est le château Stuyvenberg, ou le pâté, le Stuyvenberg, le château. Alors, je cherche mon curseur, il est là. Voilà, ce parti droite ici, complètement avec l'annexe, ça c'est en effet d'origine 1850. Alors ici, ceci, c'est une annexe qui a été construite 1930, pardon, assez récent alors, et alors qui a été réenduit avec le fameux magnifique mortier à base de ciment qui nous est arrivé à partir de l'Expo mondiale 58. Et alors tout ceci a été refait, retapé, comme je vous ai dit, avec du ciment. Ceci, par contre, tout était encore dans son état d'origine quand on a commencé à travailler là-bas. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand on se rapproche un peu plus? Ben voilà, on a décapé, comme vous voyez, la majorité de l'enduit sur le château. Pourquoi? Puisque, comme on a vu ici à côté, on avait des petites infiltrations à gauche et à droite. Et alors, on a quand même opté d'enlever toute la couche de l'enduit pour éviter qu'on avait encore des dégâts qui allaient suivre des années d'après. Mais vous voyez déjà ici la partie avant, je dirais le péristyle et le petit pergola là, mais il a été complètement fait avec du béton puisqu'il ne date pas de l'année d'origine, il date plutôt des années 50, puisqu'ici en dessous de l'escalier, ici en bas, se trouve effectivement le bunker atomique pour des calamités, en cas de calamité, pour que la reine pouvait se sauver dedans. Eh bien, tout ça a été fait avec des couches de ciment. Et alors, si on va manifester, voir maintenant, vous voyez la colonne, quand on l'observe de plus près, vous voyez quand même qu'elle est parfaitement, non, complètement, pardon, complètement fissurée de tous côtés. Et alors voilà, hop, vous voyez ici, ce qui se passe, c'est que effectivement, toute cette maçonnerie en dessous, elle a super fort souffert. Et là, on a malheureusement beaucoup de dégâts. Alors ici, ça c'est le côté du château 1850, où on a enlevé l'enduit avec beaucoup de succès. Et comme vous pouvez remarquer, il n'y a aucun dégât au niveau de la maçonnerie, ni au niveau des joints. C'est encore en parfait état de l'époque. Maintenant, on va s'adresser au bâtiment annexe qui a été complètement retravaillé avec du ciment dans les années 60, 1960. Eh bien voilà, ça c'est le résultat de l'enduit, après décapage de l'enduit avec du ciment. Et vous voyez qu'en effet, la brique, elle est super fort souffert à cause du fait que tu as une accumulation des sels qui s'est manifestée derrière le bâtiment. Et voilà, pour vous montrer que ce n'était pas du Photoshop. Voilà. Ici, la même chose. Je viens de vous expliquer tout à l'heure qu'il y a des fissures dans le bas du mur, dans le cimentage. Eh bien, c'est ça qui se passe. Et comme vous voyez à la maçonnerie, vous voyez que la maçonnerie, elle est super fort abîmée dans le bas du mur.
Même chose ici. Je demande toujours je dis toujours aux élèves à la P2, je leur dis toujours, dites-moi jusqu'à quelle hauteur vous pensez qu'on a cimenté. Ben, c'est très clair jusqu'à où on a cimenté. On voit bien la ligne de débarquage où la maçonnerie a commencé à détériorer et c'est vraiment là-bas où on a commencé à faire le cimentage. Là, ici, on voit aussi le même phénomène. Vous voyez ici en bas le cimentage qu'ils ont mis dessus et vous voyez dans quel état déplorable derrière, comme celle-ci. Vous voyez dans quel état se trouve la maçonnerie. Il faut savoir ici qu'à l'intérieur du château, ils avaient des énormes problèmes au niveau de l'humidité aussi, à cause du fait que l'extérieur était complètement étanche et complètement fermé. Et là, à l'intérieur, ils avaient trouvé la solution idéale, c'est-à-dire une tôle aluminium qui a été coulée avec une colle bitumineuse contre le mur intérieur, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, plus de soucis au niveau d'humidité, sauf qu'à l'extérieur, le mortier commençait à fissurer et donner des gros dégâts. C'était très facile pour le spécialiste enduiseur qui devait retaper les travaux à l'intérieur, puisque quand il a retiré la tôle d'aluminium, ben, il a retiré non seulement la tôle, mais aussi l'enduit et en même temps une demi-brique. C'est tellement, en effet, la maçonnerie était abîmée par les sels. Voilà. Même photo, même chantier. Ici, le bas du mur, même système, c'est-à-dire qu'ici, jusqu'ici, à l'intérieur, ça c'était le niveau du sol intérieur. Voilà. Eh bien, la remontée capillaire est allée jusqu'à là et elle a repoussé. Ils ont refait toute la façade extérieure a été rejointoyée avec du ciment, comme vous le voyez. Eh bien, le mur s'est auto-nettoyé lui-même puisqu'il a quand même pu repousser tout le cimentage qu'on avait ici. Voilà, cas suivant, ça c'est en effet une ferme, c'était à l'époque c'était des étables d'une ferme à Rode-Saint-Genès tout près de Bruxelles. Euh, Quand on voit les châssis tellement bas enfin, quasiment avec le gazon, on peut quand même s'imaginer que c'est pas normal que ça soit comme ça. Et alors, si on se rapproche un peu plus, vous allez voir que ce qu'ils ont fait, ils ont fait un bon protection, une bonne isolation avec, enfin pas isolation, une bonne étanchéité avec un mortier ciment au bas du mur. Et vous voyez aussi qu'ils n'ont pas arrêté non plus au bas du mur, puisqu'ils ont continué à travailler avec un badigeon, une barbotine au ciment pour être certain que l'humidité ne pouvait pas rentrer dans la ferme. Alors, gros problème, puisqu'à l'extérieur, ça va encore, mais vous voyez déjà ici à la jonction entre le cimentage et entre le chaulage, vous voyez déjà qu'ici, ça commence à se manifester et les briques commencent à s'effriter à cause du fait qu'il y a tellement de sel dedans. Alors, à l'intérieur ils ont mis un swimming pool. Alors là, l'idée initiale était, comme vous voyez au plafond, d'avoir un bel enduit à la base de chaux, beigâtre. Mais comme vous voyez très bien que la partie basse n'a pas vraiment la même chose, elle est un peu légèrement malade, si on le voit et si on l'observe de côté, vous voyez ce qui se passe. Et alors le client était, je dois quand même vous avouer, pas trop content du résultat fini de toute cette affaire. Logique, puisque qu'est-ce que le mur il fait? Ben, le mur, comme il n'a pas de moyen à sortir toute la vapeur d'eau par l'extérieur, ben, il va le faire via l'intérieur. Et en faisant ça, effectivement, ben, il va vous amener tous des sels de construction et vous les voyez là-bas en grosse multitude. En plus, on n'est pas vraiment aidé à l'intérieur puisque c'est une piscine. Ça veut dire quoi la piscine? Bah, ça va être plein d'humidité. Le taux d'humidité dans cet espace-là, elle va être énorme dans cette chambre, dans ce local-là. Ça doit être énorme. Si vous ajoutez avec ça encore les vapeurs de chlore qui sont dedans, alors là, ça veut dire que ce n'est pas l'ambiance idéale pour poser justement ce genre d'enduit. Puisque toute cette vapeur d'eau, ben, elle ne va pas pouvoir sortir du mur puisque tout est enfermé. Voilà, j'ai encore quelques endroits où vous voyez que vraiment les sels, les salpêtres se manifestent vraiment en grosse quantité. Alors ici, malheureusement, c'est la photo à droite. Là, ici, vous voyez, je trouvais que c'était génial à montrer, puisqu'ici, en effet, les sels, ils sont en train de repousser le joint au ciment, essayer de libérer à nouveau, de s'ouvrir pour à nouveau pouvoir respirer. Malheureusement, du photo à côté, celui à gauche,
vous voyez déjà qu'en effet, tous les pierres ici, ils ont fort souffert et ils ont fait il y a une croûte d'une dizaine de centimètres, non, pardon, 5 centimètres à la surface, qui est tombée par terre puisque le gel a en effet complètement déchiré la surface de la pierre, puisque la pierre, elle a dû faire le transport de la vapeur d'eau elle-même, puisque le joint était complètement rejointoyé et bouché avec du ciment. Alors voilà aussi ici quelqu'un qui a fait un chaulage avec une barbotine au ciment d'une vieille bâtisse, d'une vieille ferme à Bruxelles. Eh bien, à droite, pardon, vous voyez quand on a décapé le cimentage, ce qui nous reste du mur. Alors vous voyez quand même des gros dégâts au niveau de la maçonnerie qui sont manifestés. Là, ici, moi, je trouve très bien, c'est un peu un do-it-yourself amateur, artiste fantaisiste. Il a essayé de faire un petit rejointoiement, enfin, un petit simulation de briques qui, d'après mon avis, n'a pas gagné le grand prix du concours de l'esthétique. Mais bon, vous voyez derrière ce qui s'est passé. Il a bouché tout ça avec du ciment. Et alors, le résultat, c'est qu'au lieu de réparer, ça a encore détérioré dans le pire du cas. Si vous allez rejointoyer un mur qui a été à son origine posé avec un mortier de chaux et avec un joint à base de chaux, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont rejointoyé avec un ciment, je pense qu'un petit centimètre d'épaisseur, et vous voyez au milieu dans quel état se trouve la brique. Elle commence vraiment à s'effriter et c'est une opération irréversible. Ici, on pourrait dire, ah, mais ça, c'est pas une bonne idée. Eh bien oui, puisqu'ici, c'est un mortier à base de chaux. Le mur est juste un peu sale, il faut le nettoyer. Et avec un peu d'amour, il va être remis un peu en état. Comme ici, à nouveau, à droite, vous voyez à nouveau l'état des briques, juste à la cause d'une chose, c'est le fait qu'ils ont rejointoyé avec du ciment. Et si vous voyez effectivement au milieu, à droite, quand j'ai avec mon curseur ici, vous voyez là encore l'ancien mortier à base de chaux. Et là, vous voyez le cimentage qu'ils ont mis par après. Ici, c'est un cas de figure qui explique très bien ce qui se passe dans un cas de figure où vous allez mettre une contre-cloison, un mur contre un vieux mur. J'explique. En effet, c'est une ferme, c'était encore une ferme en activité. Et alors ici, c'était en effet le mur des étables où il y avait encore des vaches dedans. Et alors, du côté de la rue, ils ont fait pour faire du joli. Ils ont remaçonné un mur avec du ciment, avec un mortier ciment de pose et avec un joint ciment, comme vous le voyez. Et alors, le mur, il était collé contre le vieux mur à base de chaux qu'il existait. Alors, ce que vous remarquez ici, c'est ici au milieu, tout ça, effectivement, ce sont des nitrites et des nitrates qui viennent des urines des animaux, puisqu'ils font pipi contre le mur, eh bien, qui est maintenant migré dans ce mur, et c'est tout cet taches d'humidité, ça ne provient pas de l'humidité, mais ça provient vraiment des urines. Et alors, le fait que ça soit complètement foncé au milieu, ça veut juste dire que c'est complètement humide à l'intérieur. Alors, une fois que ça sèche, ça devient, comme vous voyez autour, ici, ça devient tout blanc. Et en effet, c'est quoi? C'est la brique qui a commencé à faire le transport des nitrates vers l'extérieur, puisque le joint, il est complètement étanche. Mais c'est un peu le monde à l'envers, puisque la brique, elle n'est pas destinée pour faire ce genre de travail. Alors maintenant, on va voir de l'autre côté de cette étable qui est en effet à la cour intérieure. Alors là, il n'avait pas vraiment besoin d'avoir un truc de très joli, puisque personne le voit quand même. Eh bien, ce que vous allez remarquer là, hop, c'est juste l'inverse, puisque vous voyez là que tous les joints du côté droit, là, vous voyez ici, tous les joints sont blanches, puisque ce sont les joints qui ont complètement absorbé les sels et transporté les sels vers l'extérieur, les nitrates et les nitrites. Et alors la brique elle-même, elle n'a pas souffert, puisqu'elle est restée dans son état d'origine. Quel est l'entretien à faire maintenant? Ben, malheureusement, du côté à gauche, ben là, il faut travailler avec des acides et tout ça pour nettoyer, pour neutraliser les sels qui sont dans la maçonnerie. À droite, l'autre photo, ici, hop, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Ben, vous prenez votre tuyau d'arrosage et vous allez le nettoyer de haut vers le bas. Ou vous prenez juste tout bêtement une brosse douce et vous allez enlever la poussière qui est présentée sur la surface. Alors, rien de mal dans ce cas de figure, dans ce mur à côté intérieur.
Ici aussi, c'est une pierre de schiste. Vous voyez, c'est plus ou moins comme un millefeuille. Et vous voyez aussi la couleur et la densité du mortier autour. Vous pouvez vous imaginer que c'est un mortier à base de ciment. Alors tout est bloqué, tout est bouché à nouveau. C'est quelque chose de pas trop bon. Euh, Même chose ici. Les plaques sont tombées par terre, comme vous voyez. Le cimentage a bien fait son travail. Le ciment joint ciment, il n'a rien lâché. Et en effet, c'est la pierre qui a commencé tout doucement à transférer la vapeur d'eau vers l'extérieur. Cette humidité, elle a complètement pourri la pierre. Ça, c'est le joint à l'intérieur. Vous voyez, l'ancien joint est suivi par celui qui est au-dessus. C'est celui au ciment. Ben voilà, plein d'exemples. Ici, la maison, c'était deux maisons ouvrières. Ces maisons-là ont été équipées d'une belle couche d'un cimentage étanche à l'extérieur. Et vous voyez dans quel état se trouve l'enduit. Inutile de vous expliquer aussi, puisque c'est de vieilles maisons des années 20, 1920. Ce sont des maisons qui ont une maçonnerie monolithique. Ça veut dire que toute la saloperie dans le mur ne sait plus sortir et va rester à l'intérieur de la maison. Et aussi, pas trop compliqué à vous expliquer que c'est très insalubre de vivre dans ces maisons-là. Voilà. Plusieurs photos. Et alors, j'ai encore une très belle photo que j'ai prise quand je suis passé devant une maison. Là, allez, là, c'est encore une petite maison. Vous voyez ici, chaque année, on a fait la remontée capillaire. Elle remonte un petit peu plus haut. Et on peut quasiment maintenant, attendez, hein, est-ce que j'étais un peu trop vite? Vous voyez ici, chaque année, il remonte d'une petite anneau comme ça. Et on peut, comme avec un vieux arbre, on peut calculer maintenant le nombre d'années que ça a duré avant il a fait sa rénovation de son bien. Tout étanche, effectivement, avec tous des trucs à ciment et tout des trucs étanches et plastifiés. Et voilà, à nouveau, un mur à l'extérieur maltraité à base de ciment. Et alors, vous voyez aussi à quel niveau il est attaqué. Je peux vous déjà montrer ici, avec ma petite curseur là. Oui. Déjà, on est à cette hauteur-là, hein, à l'intérieur, avec l'humidité. Malheureusement, je n'ai pas pu aller en entrée de la maison pour voir un peu de l'intérieur comment la maison se présente, mais je pense que les personnes n'étaient pas trop heureux avec tout ça. Maintenant, il faut dire en faveur du bâtiment que le trottoir, il était mis en contre-pente, c'est-à-dire que l'eau, au lieu d'aller vers la gouttière, ben, elle va dans l'autre sens, elle va à côté de la maison, et alors la maison elle-même, elle est en pente, la rue est en pente. Pardon, pas la maison, c'est la rue qui est en pente. Ça veut dire que tous les eaux, quand il pleut fort, ben, tous les eaux, ça coule comme une petite rivière à côté de la façade. Là, ici, c'est une maison qui a été vraiment traitée plusieurs fois et je pense que je vous ai même donné la photo. Voilà. Ici, vous pouvez quasiment l'anatomie du bâtiment, vous pouvez déjà compter les nombreuses couches qu'ils ont essayé de mettre dessus pour retrouver l'équilibre du bâtiment. Et chaque année, de plus en plus, ils mettent à nouveau du cimentage et effectivement, chaque année, ça commence à tomber. Ça n'a pas de sens. Pas du tout. Comment est-ce qu'on traite alors les dégâts partiels? Effectivement, ce qu'on va faire aujourd'hui dans notre petite heure, c'est difficile. Tous cas sont individuels, tous les cas sont cas à évaluer cas par cas. Mais en général, on peut dire quoi? Il faut d'abord enlever la barrière qui est étanche, celle qui est le responsable justement de ces saloperies qu'on a vues aujourd'hui, de toutes ces salissures qu'on a vues aujourd'hui. Alors, de nouveau, laisser respirer le mur pendant plusieurs mois. Et là, ça nous bloque de temps en temps, puisque les gens, ils louent des échafaudages. Ils n'aiment pas trop que les échafaudages restent trop longtemps, mais croyez-moi, ça vaut la peine de laisser le mur reprendre un peu, respirer un peu, pour un peu reprendre son équilibre. Et en tout cas, arroser tous les semaines. Alors là, j'ai eu des architectes qui m'ont déclaré comme un fou qui pensait que j'étais un hippie, puisque comment est-ce que ça sert à quoi d'arroser un mur qui est déjà fort humide? Eh bien, c'est justement par l'humidifier le mur, c'est que tu vas enlever, diluer les sels qui vont sortir du mur, puisque vous avez en effet enlevé la croûte à l'extérieur du mur, ça veut dire que les sels vont essayer de sortir en grande quantité et en grande vitesse vers la surface du mur. Ça, c'est l'idée. Alors voilà la raison pourquoi on doit le laisser ouvert et on doit le arroser si on a moyen de le faire. Vous allez aussi voir que les joints qui sont encore dans bon état dans le mur, ils vont durcir après cette opération d'arroser.
Appliquer un modificateur de sel. Je vous ai touché déjà un peu tout à l'heure. Modificateur de sel, c'est un produit quand même chimique, mais qui n'a pas d'influence au niveau, il ne va pas influencer le mur ni au niveau de sa perméabilité à la vapeur d'eau, ni à son fonctionnement normal. Mais il va en effet fixer les sels. Oh là, il y a un problème. Et en plus, un mortier d'assainissement si nécessaire, comme enduit ou comme mortier de jointoiement pour faire ceci. Les dégâts par les sels peuvent être également à base d'acrylique ou du latex ou par des couches étanches diverses. Ça, c'est aussi une possibilité. C'est aussi quelque chose qui peut bloquer la respiration du mur. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? On a effectivement des boursouflures, puisque la couche que vous allez mettre est moins épais et moins dure que par rapport à du ciment ou d'autres enduits. Et alors, vous allez avoir des phénomènes comme ceci, par exemple des gros boursouflures. Et là, c'est exactement la même pathologie, mais on va la remarquer beaucoup plus tôt, puisque la peinture, elle va déjà donner des bosses comme ça, des boursouflures. Et alors, on sait déjà directement derrière s'il y a un problème. Et alors, à nouveau, c'est la même chose. Enlever cette croûte ou cette peinture qui est devant, et alors faire un peu le même procédure, ce que j'ai proposé avant, et c'est-à-dire, c'est les dégâts partiels. Exactement la même chose, enlever la barrière, laisser respirer le mur, appliquer des modificateurs de sel et des mortiers d'assainissement si nécessaire. Et alors, comme dernier truc, là je vois déjà qu'il est 18 heures, alors j'ai encore quelques slides à vous montrer. Euh, Dégâts par la suie, on peut dire que c'est quasiment la même chose. Il faut savoir que la suie et les sels, ils sont tous les deux quasiment inactifs quand ils sont dans un milieu sec. Ça veut dire que si votre mur il reste sec, alors votre suie ne va pas sortir. Ben ici, c'est un mauvais exemple, puisqu'ici, c'est la suie qui est manifestée dans un grand bâtiment qui est un four à pain d'un vieux monastère qui devait nourrir 80 moines. Alors ça veut dire là, je dois dire, c'était une boulangerie en plein d'action. Et alors, c'est logique que les fumées ont sorti à l'intérieur. Beaucoup de dégâts. Mais par exemple, ici, c'est un cas de figure où la cheminée d'une maison a commencé à sointer. Et ici, la pierre, elle est complètement, les briques étaient complètement absorbées, saturées avec de la suie. Et dès qu'on a mis de l'humidité, dès que il y a eu des infiltrations de pluie dans la cheminée, ben, qui a provoqué effectivement ces dégâts de suie. Alors là, j'ai une photo après la remède. Ici, vous voyez la remède. Ils ont mis 2 centimètres d'un mortier isolant dessus à base de perlite. Et vous voyez les deux taches qui étaient encore des taches fraîches. C'est à ces deux endroits-là où on était obligé de mettre à nouveau une deuxième couche, puisque là, il y avait encore des petites infiltrations de suie à la surface, puisqu'il y avait une quantité trop importante. Mais bon, pour les cheminées, la suie, quand est-ce qu'elle va sortir? Surtout quand votre cheminée est en mauvais état, comme vous la voyez ici. Et aussi quand la cheminée au haut, elle n'est pas du tout couverte. Faites attention que votre cheminée soit toujours couverte, même si vous mettez un tubage dans la cheminée, faites quand même attention que c'est bien à l'auteur, c'est bien fermé contre la pluie, puisque ce qui se passe, c'est que la pluie, dans ce cas de figure, vous le voyez encore mieux. Dans le cas de figure ici, il y a une bifurcation dans la cheminée ici, comme vous voyez, et c'est cet endroit-là qui a souffert le plus, puisque la pluie elle rentre, elle va être déposée justement à l'endroit ici, puisque ça c'est un peu un aplati. Et là, effectivement, l'eau va accumuler et c'est justement à cet endroit-là que la suie, elle va sortir. Maintenant, si vous dites, je m'en fous comme l'an 40, les produits écologiques ne m'intéressent pas à ce niveau-là, vous pouvez, chez votre droguerie, vous pouvez trouver des produits synthétiques, chimiques, qui peuvent donner, avec un coup de brosse, que vous pouvez donner une étanchéité qui va rassurer que la suie ne sortira plus dans cet endroit-là. Mais bon, maintenant, si on parle de faire des produits comme il faut, d'utiliser un peu le chemin écologique, et on est quand même tous là pour essayer de mieux faire dans le monde entier. Et alors, à ce moment-là, on peut travailler justement avec la barrière, avec le mortier isolant qu'on peut étonner pour ça.
Je pense que en disant ça, je regarde un peu sur ma photo si je devais encore avoir un petit commentaire dessus. Ce que vous allez remarquer aussi, certainement, certaines vieilles cordologies, on voit dans les pignons de temps en temps qu'en effet tout le tracé de la cheminée a été remaçonné à nouveau. Eh bien, c'est dans un cas de figure où, comme ici, la suie est tellement contaminée et elle a tellement contaminé les briques que ça, en permanence, ça va sortir. Une fois que vous avez un état comme ici, ben, mieux c'est de remplacer la brique, puisqu'à ce moment-là, à chaque occasion que ça devient un peu humide, ben, chaque fois, vous allez avoir la suie qui va sortir du mur. Et bien voilà, je pense que, hop, dégâts par suie, c'est identiquement la même chose. Nettoyer la surface, appliquer un mortier isolant sur minimum 2 cm d'épaisseur. Quelle est la raison pourquoi on prend un mortier isolant à base de chaux? Ben, le mortier isolant à la chaux, on peut la comparer quand on a préparé ça dans le seau. Il est un peu comme une mousse au chocolat, c'est-à-dire il n'est pas brun, il est beige, mais en tout cas, il a la structure. C'est une structure très ouverte. Et ce qui se passe, c'est qu'en effet, ta suie, elle va rentrer dans le mortier, elle va un peu se retrouver dans un labyrinthe et elle va pas pouvoir aller jusqu'au bas. Les 2 centimètres sont normalement suffisants pour le bloquer dedans. Et alors, une fois qu'il est durci et sec, en effet, la suie, elle est fixée dans le mortier et même si on va humidifier le mortier par après, il ne va plus pouvoir sortir puisqu'il est fixé dans l'enduit. Ça, c'est la philosophie de travail avec des mortiers pareils. Et alors, après le séchage complet, on peut mettre éventuellement un enduit de finition dessus, puisque les mortiers isolantes sont des mortiers qui sont très grossiers au niveau de leur granulométrie. Et alors là, c'est pas c'est pas logique, c'est pas trop esthétique pour les regarder. Et éventuellement, sur ce enduit de finition, on peut travailler avec un badigeon à la chaux, soit avec une peinture au silicate. Eh bien voilà, je suis tout arrivé à la fin de mon exposé, à 8 minutes de retard avec mes excuses, mais ça peut compenser pour le délai dans le démarrage. Et je vous invite également à participer à notre prochaine édition qui va avoir lieu la semaine prochaine. Et là où on va parler des pathologies qu'on peut avoir dans les murs extérieurs, les murs intérieurs et aussi stabilisation des murs par injection. Et avec injection, je ne veux pas du tout dire que ce sont des injections faites par des entreprises, Murprotec et autres, contre l'humidité, mais vraiment des stabilisations par injection, grouting, type grouting, avec des mortiers à base des mortiers de coulis de chaux qu'on va injecter dans les murs où ils ont des creux dedans. J'espère tous de vous revoir le 20 novembre à 17 heures. Et si vous avez encore des questions, je pense que Oui, je suis là. Pauline, Oui, oui. Pauline, je vois Pauline arriver. Alors c'est Oui, oui, Pauline je qui suis là. va l'organiser pour moi. Voilà, un grand merci en Euh, tout cas. Merci Ivo pour cette deuxième présentation tout aussi enrichissante que la première. Alors, il y a une question dans la conversation. A priori, Agatha, est-ce que tu peux vérifier, s'il te plaît, que dans l'onglet questions-réponses, il n'y ait pas de questions? Parce que comme je suis arrivée un peu plus tard pour clôturer, peut-être que le fil ne se charge pas. J'ai une question, moi, dans l'onglet Oui, conversation. moi aussi, j'ai une seule question de Delphine. Dans question-réponse, j'ai une question aussi. Mhm. Ok, alors on commence par la question dans la conversation. Donc, il vaut pour un mur de pierre mitoyen, entre parenthèses intérieur, avec le pied côté maison droit plus bas que le pied de la maison de gauche, car la rue est en pente, bulbe de fondation sur lit de schiste, actuellement rejointoyé au ciment. Est-ce intéressant de déjointoyer et rejointoyer à la chaux, car il y a des problèmes de radon dans cette maison? L'interrogation. Si la question n'est pas assez claire, comme je te l'ai dicté, tu peux la retrouver dans l'onglet conversation si tu y as accès normalement. Ouais, mais comme vous savez tous que je suis un peu un dinosaure au niveau de tout ce qui est électronique et tout ce qui est mail, voilà, je préfère Dis-moi si tu as essayer de compris la répondre, question, si pas, de je la répète. répondre, non, non, de répondre là-dessus. Mais en principe, il faudra voir un peu la situation réelle, mais le gaz radon,
ça n'a rien à voir, enfin, l'un n'a rien à voir avec de l'autre, puisque la pierre de schiste, le bâtiment, il est conçu probablement sur le rocher, et la pierre de schiste, elle dégage du gaz radon, ça c'est clair. Mais en principe, le radon peut être évacué qu'avec un système de drainage, c'est-à-dire si vous voulez faire ceci, alors au mieux c'est de poser un drain au-dessus de la pierre de schiste dans un genre de coffrage ouvert avec du gravier pour enlever le gaz radon. C'est pas le joint ciment qui va éviter que le gaz radon peut migrer dedans. Maintenant, ça vaut la peine d'enlever le joint à base d'un joint à chaud, oui, dans le cas de figure où on ne marque pas directement qu'il y a trop d'humidité dans le bas du mur. Si c'est le cas, alors plutôt travailler avec un rejointoiement, alors avec un mortier spécialisé, c'est-à-dire à nouveau ce fameux mortier d'assainissement qui va mieux se défendre contre l'humidité et éventuellement faire une petite plainte en le bas du mur aussi en mettant un enduit dessus, un enduit à base à nouveau du même mortier avec lequel que vous avez fait votre rejointoiement. Et alors faire une couche de finition avec un mortier classique ou éventuellement avec un mortier plâtre que vous pouvez, un plafonnage plâtre pour avoir le même rendu que le reste du mur. Mais je ne sais pas si le mur a été enduit ou pas. Euh, Ça, ce sont des choses que vous pouvez éventuellement appliquer pour rassurer ça. Mais le gaz radon et le truc, ce sont deux choses qui sont, enfin, pour moi, ils ne sont pas directement liés l'un avec l'autre. Si la personne peut éventuellement éclaircir ça un peu pour moi, ce sera très bien. Sinon, j'espère d'avoir plus ou moins répondu sur la question. Alors, question suivante. Quelles sont les durées de vie des mortiers isolants? Entre parenthèses, par exemple, pour la suie, s'il absorbe beaucoup, au bout de combien de temps doit-on le changer? Ben, en théorie, pas de nécessité de les changer. Si tu peux euh, en effet, enlever la cause en faisant justement ce que je vous ai dit, de boucher la cheminée et de faire que la cheminée ne va plus avoir de l'humidité qui va rentrer dedans. Alors en principe, ça va, le transport de la suie va en effet être bloqué à ce moment-là. Alors d'après mon avis, pour devoir le refaire à nouveau, jusqu'à présent, je n'ai pas eu des retours là-dessus qu'on était obligé de les refaire. Normalement, une durée de vie, d'après mon avis, une fois que vous aviez fait cette intervention, ça devrait normalement tenir pour ben, oui, des décennies, quoi. Là, je n'ai pas directement une réponse pour le dire. Normalement, c'est une opération unique que vous devez faire, comme ça. Mais le plus que votre cheminée soit humide à l'intérieur, le plus que vous allez avoir en effet de la mobilisation de la suie. Mais en principe, le mortier, une fois qu'il est pétrifié, à ce moment-là, il ne va pas trop accepter encore d'avoir d'autres quantités de suie qui va s'accumuler dans le mortier. Ça, c'est clair. Maintenant, 2 cm, c'est une indication qu'on met d'habitude. Maintenant, il est fort probable que par endroit, on peut avoir aussi, comme vous avez vu sur la photo, où on avait 2 endroits là où on a dû recharger à nouveau, puisque en effet, il y avait trop de suie présent à ces endroits-là. Alors là, on est obligé vraiment de travailler un peu ponctuellement par endroit. Et c'est possible qu'on doit encore mettre une couche supplémentaire ou une couche un peu plus épaisse. Mais ça, c'est un peu la façon quand on va résoudre ça. Mais comme le produit qui est dedans, c'est soit enfin, en tout cas dans le cas de figure des mortiers actuels qu'on utilise, c'est soit du liège qui est dedans, soit de la perlite qui est dedans. En effet, dans le milieu où elle est dedans, elle n'est imputrescible et elle ne va pas vraiment se décomposer ou se détériorer euh, par rapport à l'âge. Tandis qu'il faut faire attention justement avec des enduits, des isolants, par exemple comme de la polyuréthane. Une fois que la polyuréthane elle est humide, elle perd en effet une grosse partie de sa capacité isolante. Ça, on n'a pas avec ces mortiers à base de chaux. Ça, c'est clair. Voilà.
Encore une petite question. Pouvez-vous nous donner votre avis sur un mortier bâtard pour une utilisation comme enduit sur un mur non humide, extérieur et en mauvais état, entre parenthèses, briques en décomposition, joints fort creusés? Moi, je serais plutôt amateur si le mur n'est pas fort exposé. Je reste quand même persuadé que vous ne devez pas travailler avec un mortier bâtard, mais plutôt travailler avec un mortier. Si vous recherchez effectivement, enfin, il faut d'abord que je vous réexplique un peu l'idée pourquoi est-ce qu'on met un mortier bâtard, pourquoi est-ce qu'on utilise le mortier bâtard. Puisque dans la région du sud de la Belgique, on travaillait très souvent avec la fameuse chaux de Waslon ou la chaux de Beum. Ce sont des magnifiques bonnes liants, mais ce sont des liants qui sont avec je dirais, une faible hydraulicité, c'est-à-dire c'est une NHL2. Alors, c'est pour l'aider à devenir un peu plus résistant et un peu je dirais, plus résistant à la compression, un peu plus dur, qu'on ajoutait justement de ciment dedans pour avoir un mortier bâtard. Et on était obligé de le faire puisque sinon, le mortier était un peu faible pour son comportement. Maintenant, si vous travaillez avec un mortier qui est à base d'une NHL 3,5 ou à base d'une chaux NHL 5, à ce moment-là, moi, je ne vois pas du tout de raison pourquoi travailler avec un mortier bâtard. Un mortier bâtard est moins ouvert à la vapeur d'eau par rapport à un mortier qui est à 100%, enfin, où le liant est à 100% un liant à base de chaux. Et la chaux NHL5, à ce moment-là, vous ne devez pas avoir peur au niveau de sa résistance à la compression ou son comportement, puisque ces mortiers-là, ils ont aussi une petite quantité de pozzolan. Ça veut dire qu'ils sont très, très, très bien contre tout ce qui est humidité. On peut toujours aussi, encore, si vous allez préparer un mortier à base de chaux avec du sable de Rhin, vous pouvez toujours mettre un petit volume de pozzolan dedans ou du trace dedans pour qu'elle va encore réagir mieux contre l'humidité. Ça, c'est une possibilité aussi. Mais moi, j'hésite un peu. Moi, je trouve que vous n'allez pas faire trop de mal en travaillant avec un mortier bâtard, mais je ne vois pas l'utilité si vous avez la possibilité de travailler avec une NHL5, par exemple. Alors là, vous n'avez absolument plus besoin de travailler avec du ciment dans le mélange. Ça, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. À toi, Pauline. Oui, merci Ivo. Euh, Ah ouais, non, c'est quelqu'un qui parle d'autre chose, donc ça va. Agatha, tu confirmes que dans l'onglet questions-réponses, il ne se trouve rien. Si, il y a une question de Delphine. Alors, je lis comment résoudre la Ah remontée voilà. d'humidité dans un mur d'une maison 18e à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur de ce mur, il n'est pas accessible, mitoyen avec le jardin du voisin. Le niveau de la terre est plus haut que celui du sol à l'intérieur de la maison. Oui. Alors, à ce moment-là, vous avez les possibilités de travailler. Ça dépend effectivement quel est le degré de l'humidité du mur. Enfin, on ne doit pas commencer à faire des tests pour voir le pourcentage et tout ça, parce que les pourcentages disent rien. Ce qu'il faut savoir visuellement, est-ce que le mur est fort humide? Oui, en décap, en effet, l'enduit, jusqu'à l'auteur un peu une dizaine de centimètres au-dessus, je dirais, de la barrière enterrée. Et on va traiter à ce moment-là avec, premièrement, le vaporisateur, vaporiser en effet le modificateur de sel en deux couches sur le mur, suivi après un bon nettoyage d'ailleurs, hein, il faut enlever la poussière que la brique nue elle est présente. Deuxièmement, on va mettre un petit gobetis si c'est vraiment fort humide, on va mettre un petit gobetis, si c'est un peu humide, vous mettez un petit gobetis, un petit spritz comme ça de couche d'accroche dessus. Et ensuite, vous travaillez avec un mortier d'assainissement qui va gérer le problème. Si c'est un problème modéré, comme vous avez expliqué, qu'on n'a pas accès justement du fait qu'on n'a pas accès pour résoudre ça via un drainage extérieur, alors on est obligé de faire ça par l'intérieur, uniquement par l'intérieur.
et alors faire une couche de finition dessus qui soit le même produit qu'on a utilisé pour le restant du mur. Comme ça, vous avez un genre de cache-misère derrière et le mortier, il va pouvoir gérer. Le problème reste encore présent dans le mur, mais comme le mortier est un mortier à base un mortier d'assainissement, ça veut dire qu'il va gérer la vapeur d'eau, il va laisser passer la vapeur d'eau, mais il va bloquer l'arrivée d'eau et l'arrivée des sels. Alors là, tout reste effectivement un peu enfermé dans le mur, mais la vapeur d'eau peut échapper, ça veut dire que la remontée capillaire peut être traitée de cette façon-là. Maintenant, il y a une solution, une troisième solution, et là, ça c'est la solution quand le mur, il est vraiment, le bas du mur, il est trempé, vraiment fort humide. Et alors à ce moment-là, on n'a vraiment pas le choix. On doit travailler avec un système hybride, puisque le mortier d'assainissement que vous allez appliquer dessus, il ne sait pas gérer des méga quantités à la fois. Il sait faire ça au long terme, mais quand c'est modéré, mais il ne sait pas faire ça quand vous avez vraiment des grosses quantités d'humidité dans le bas du mur. Il n'arrive pas à le faire puisque ça reste quand même un petit mortier de bon, peut-être 2 cm d'épaisseur. Ce n'est pas non plus une potion magique qui va essayer de résoudre ça. Et comme vous savez, l'eau, l'humidité, ce n'est pas quelque chose qui est facile à gérer à ce niveau-là. Alors là, je vous propose de travailler avec un système hybride, c'est-à-dire on va d'abord nettoyer le mur, comme je vous ai expliqué comment on doit faire tout le temps, nettoyer, dépoussiérer le mur, que vous avez la brique ou les moellons crus. Et alors là-dessus, on va appliquer un mortier, un genre de gopti, un mortier d'accroche anti-sel qu'on va appliquer, déjà, qui va traiter un peu la même chose que faisait le modificateur de sel. Et alors là-dessus, on doit mettre un produit filmogène pour une petite partie du mur, filmogène qui est un produit qui est résistant à des énormes pressions d'eau. On va même jusqu'à 9 bars et demi, je pense. Alors c'est vraiment quelque chose de super performant, mais c'est étanche et c'est synthétique. Puisque dans les produits naturels comme chaux, liège, enfin chaux et terre, etc., et argile, ben, un produit parfaitement étanche n'existe pas dans des matériaux naturels. Il reste toujours ouvert à la vapeur d'eau et il a, en tout cas par défaut, je dirais la mauvaise propriété qu'il n'est pas étanche complètement. Alors, si vous voulez étancher tout ça, vous avez besoin de travailler, par exemple, avec ce genre de produit. Et alors ensuite, sur la totalité du mur, on doit en effet mettre une couche de mortier d'assainissement au-dessus de cette partie basse qui couvre juste la partie qui est humide et une dizaine de centimètres de plus haut. Alors, la philosophie derrière, malgré le fait que c'est du synthétique, et normalement je dois me rincer la bouche quand je parle avec des produits comme ça, mais en tout cas, je suis quand même ouvert puisque c'est la seule solution qui tient la route, à part de mettre une contre-cloison, mais bon, ça on ne va pas s'amuser à ça puisque ce n'est pas non plus une bonne solution. La philosophie derrière est la suivante. Si vous allez mettre une barrière en bas, ça veut dire que cette remontée capillaire, elle est obligée de remonter plus haut. Et alors, quand vous faites que la partie basse avec cette couche d'étanchéité que vous allez appliquer, en effet, elle va remonter un peu plus haut, jusqu'à l'endroit où vous n'avez plus mis le produit. Et alors, à ce moment-là, quand elle a remonté un peu plus haut, ça veut dire aussi qu'elle a un peu perdu de la pression. Elle devient un peu moins fort au niveau de sa pression. Elle va sortir du mur et elle va se retrouver effectivement devant, sur le mortier d'assainissement que vous aviez mis sur le restant du mur. Et alors, toute la surface de ce mortier d'assainissement peut capter facilement la quantité d'eau qui est un peu plus haut, qui sort d'un peu plus haut, puisque la surface je dirais, de respirant, sa surface respirante, elle est 3 ou 4 fois plus grande que par rapport à la partie que vous aviez complètement étanchée dans le bas.
Et ça, c'est un système, normalement, je ne donne pas des noms des produits, mais comme il n'y a qu'un producteur qui le fait, alors on a vite fait le tour de l'horizon. Ce produit-là, ça s'appelle un produit Diasen. Et ça s'appelle Diasen. Et ce sont des produits qui proviennent d'Italie, mais c'est vraiment une entreprise qui donne des solutions à base de chaux, mais pour vraiment des cas bien particuliers, comme le cas comme vous l'avez situé maintenant. C'est aussi la solution qu'on utilise dans des caves qui sont complètement humides. C'est aussi de cette façon-là qu'on les traite, sans avoir la nécessité de mettre des contre-cloisons, sans devoir appeler chez Murprotec pour injecter, sans devoir faire des cuvelages du ciment, puisqu'un cuvelage dans une cave, comme je vous ai expliqué la dernière fois, dans le premier cycle, ça ne sert pas à grand-chose, puisque en tout cas l'humidité va revenir, mais le pire de la situation, c'est que ça va revenir quand? Ben, dans une vingtaine d'années, mais alors là, elle a déjà fait tellement de dégâts dans la cave, alors derrière le cimentage, derrière ce que vous pouvez voir, c'est que déjà une catastrophe pour votre bâtiment. Voilà. I think that's the answer. Voilà. Je pense que c'est ça la réponse. Pauline. Oui, merci Ivo. Je propose que pour les 3-4 petites minutes qui nous restent, Agatha, tu puisses présenter ton Oui, dessin pour ce soir. tout à fait, tout à fait. Hop. Je sors mon écran ou comment, Non, où est-ce non, que je ça vais va? essayer de Oui, récupérer. tu peux mettre arrêter le partage. Hop. Où est-ce que Agatha peut mettre le sien devant le mien là? Oui, alors je vais partager cet écran. Vous allez me dire, est-ce que vous voyez? Yes, Super. tu Donc fais oui, en grand. Tu le fais en ouais, grand. ouais. Donc je ne vais pas prendre très longtemps. Juste pour vous dire que moi, mon travail de facilitatrice graphique, c'est à la fois de préparer en avance avec Ivo sur les grandes thématiques et les grands messages clés qui va passer, et de prendre en note aussi en live les points d'ajustement et les choses qui rajoutent à l'oral. Et donc, vous recevrez, enfin, ce visuel sera avec le PowerPoint d'Ivo disponible. Vous pouvez retrouver sur toute la partie gauche tout ce qui concerne l'humidité, par remontée capillaire, par infiltration, avec des éléments un peu, des mots-clés pour vous rappeler, ben voilà, pour le drainage de la fondation, on a les mots-clés saignée, géotextile, drain, mortier, gravier, coquillage. Et après, vous retrouvez un peu plus de détails avec les photos dans le support. Donc là, c'est sur toute la partie gauche. Et après, on a vraiment ces deux sujets de dégâts par la suie et dégâts par les sels, avec à chaque fois, vous le voyez, vraiment en suivant les numéros, les étapes détaillées par Ivo, avec quelques petits rajouts. Par exemple, laisser respirer le mur plusieurs mois, voire un an, de ce que j'ai Mhm. noté. Et surtout, le mot-clé du jour, tout en bas, le produit respirant et le mortier d'assainissement que j'ai entendu plein de fois pendant 1 heure et demie. Donc, je ne prends pas plus de temps pour pas, voilà, pour pas dépasser, mais c'est un résumé graphique des grands points clés à retenir de cette intervention. Merci. Merci beaucoup, Agatha. Voilà. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je remercie encore vivement Ivo Segers pour son deuxième webinaire, sa deuxième présentation sur les pathologies. Également Agatha pour cette deuxième nouvelle très belle fresque. Voilà, plusieurs personnes vous ont remercié à travers la conversation et le chat. Et donc, je dis belle fin de soirée à tout le monde et n'hésitez pas à nous rejoindre encore pour les 2 jeudis prochains, toujours à la même heure, à 17h, pour poursuivre les différents types de pathologies présentées par Ivo. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Bye. Et